Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Dansette. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Win. Thomas Dansette, salut Thomas, bonjour, merci d'avoir accepté mon Bonjour Jérémy. invitation. Thomas, tu es un entrepreneur comme moi, tu es passionné d'investissement et d'immobilier comme moi, et tu es surtout directeur général et cofondateur d'une plateforme de crowdfunding immobilier qui s'appelle lapremierebrique.fr, que tu as cofondé avec ton associé Hugo. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de crowdfunding immobilier, qui est un placement très en vogue en ce moment, notamment de par ses performances, puisque c'est un placement qui offre des rentabilités entre 8 et 12 selon les projets financés sur les différentes plateformes que l'on peut retrouver sur les différents acteurs du marché. Et ben on va parler de tout ça ensemble tout au long de notre échange. On va notamment rappeler ce que c'est qu'une opération de crowdfunding immobilier en introduction. On va avancer ensuite sur notamment les chiffres du marché de 2022. On essaiera de comprendre un peu comment de telles performances sont possibles. On parlera aussi des risques associés, des garanties éventuelles qu'il peut y avoir ou pas d'ailleurs. Et puis on enchaînera et on finira sur les perspectives de ce marché-là et on parlera. Tu nous donneras ta vision d'expert sur le sujet. Voilà, donc merci d'être avec nous, Thomas. Est-ce que tu peux du coup en introduction nous parler de ce qu'est une opération de crowdfunding immobilier, nous recentrer un peu le sujet, que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Bien sûr, avec plaisir. Alors, le crowdfunding immobilier ou financement participatif immobilier, si on utilise le terme français, c'est le fait de rassembler une multitude d'investisseurs autour d'un projet immobilier déterminé, et tout ça sous l'égide, on va dire, d'une plateforme de crowdfunding, donc qui est un acteur réglementé, parce que c'est effectivement une activité qui est réglementée en France. Le but d'une opération de crowdfunding immobilier, c'est de rassembler en fait l'épargne collective de plusieurs investisseurs dans le cadre d'un projet déterminé, une opération. Ça peut être une promotion immobilière, une opération de marchand de biens, avec un sous-jacent du coup qui est immobilier et qui est porté par un professionnel de l'immobilier, le porteur de projet en fait, et qui va être accompagné par la plateforme dans le cadre de la mise en place de cette relation, on va dire, à trois parties entre la plateforme, le porteur de projet qui a besoin de fonds pour réaliser son opération et les investisseurs qui ont une capacité en fait de placement et qui eux vont chercher du rendement à mettre en face de ce placement. Donc, d'un côté, on retrouve un opérateur qui a besoin d'argent pour concrétiser son projet. De l'autre, on a des investisseurs qui ont de l'épargne et qui souhaitent le faire fructifier. Et entre les deux, on a un acteur réglementé qui est une plateforme et qui met en relation ces deux parties pour que chacun puisse trouver l'avantage qu'il recherche. D'un côté, une recherche de financement et de l'autre, du rendement. Mais du coup, euh, comment ça se structure juridiquement? Parce que crowdfunding, c'est assez abstrait, c'est un titre financier qu'on souscrit quand on investit. Qu'est-ce que c'est? À quoi on souscrit concrètement quand on investit dans un projet de crowdfunding immobilier en tant qu'investisseur, en tant qu'épargne? Alors, sauf quelques rares exceptions, donc peut-être on va plutôt se concentrer sur la généralité. Sauf rares exceptions, on souscrit en fait à de la dette. C'est-à-dire que c'est un prêt, c'est un placement en fait qui est sous forme de prêt. On va prêter de l'argent en tant qu'investisseur à un professionnel de l'immobilier avec, comme tout prêt, une durée généralement maximale et une durée minimale, un taux d'intérêt, généralement qui est un taux d'intérêt annuel en fait, et on vient sur une enveloppe globale de prêt qui est en fait le capital emprunté avec, le cas échéant, un certain nombre de garanties qui vont être associées à ce prêt. On y reviendra un peu plus tard, je crois, sur les garanties. Donc Mm. juridiquement, c'est un prêt qui se matérialise la plupart du temps par une émission d'obligations, c'est des titres obligataires, donc des titres de dette qui vont être émis par la société qui va porter le projet, la société du promoteur, et les investisseurs vont souscrire à ces titres obligataires. Et la rémunération du coup d'un titre obligataire, c'est ce qu'on appelle un coupon, c'est le versement en fait des intérêts. Et encore une fois, sauf exception, ce coupon est généralement fixe, il est communiqué et connu d'entrée, on en parlait tout à l'heure avec un taux moyen qui est autour des 9,5% l'an, si on prend la palette de projets et Mm. de plateformes qu'on connaît en France. Donc la performance, quand on parle de performance
on va dire, donc le chiffre moyen du marché, c'est 9,4%. Quand on parle de cette performance moyenne sur l'ensemble des plateformes consolidées, en fait, c'est le reflet du coupon, donc des intérêts annuels que perçoivent les souscripteurs de ces obligations. C'est bien ça? Exactement. Alors, de temps en temps, on peut voir des modèles où on propose en fait aux investisseurs de devenir actionnaires. C'est très rare. C'est différent. C'est des rendements et forcément des risques qui ne sont pas les mêmes. Le modèle traditionnel, c'est celui effectivement où on est prêteur. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est sur une relation de prêt. Et ce qu'on peut voir en fait assez souvent peut-être pour schématiser tout ça, euh, généralement un marchand de biens ou un promoteur immobilier va faire appel à la banque qui va lui faire un prêt bancaire tout simplement, et va faire appel au crowdfunding pour lui faire un second prêt qui va servir à couvrir une partie des fonds propres que va lui demander la banque. C'est l'effet de levier que permet de faire le crowdfunding. Des fois, il n'y a pas de banque, mais on est toujours sur le même montage en fait de prêt. Et donc, un prêt, c'est comme un prêt traditionnel qu'on va contracter avec sa banque. C'est un taux, c'est une durée, ce sont des modalités de remboursement. Euh, Avec des versements, par exemple, des fois d'intérêts qui sont mensuels, trimestriels, annuels, ou ce qu'on appelle in fine, donc le remboursement de fait à la fin, et ça va être des garanties associées au prêt. Tu nous donneras tout à l'heure peut-être un exemple concret, mais avant de rentrer un peu sur, on va dire, la partie un peu plus technique des opérations, parce que l'idée aujourd'hui, c'est aussi voilà, de décortiquer les choses pour que les gens qui demain veulent investir dans le crowdfunding immobilier sachent vraiment dans quoi ils investissent. Je voudrais qu'on revienne sur les chiffres du marché de 2022 pour donner une vision un peu macro aux gens qui nous écoutent. Donc, c'est des chiffres qui sont issus du dernier baromètre Mazars France Financement Participatif France, donc qui est l'association qui fédère et regroupe l'ensemble des plateformes de crowdfunding du marché, du crowdfunding immobilier et de crowdfunding autre qu'immobilier, parce qu'il n'y a pas que du crowdfunding immobilier, on peut aussi faire du crowdfunding en investissant dans des entreprises, mais ça, c'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui, et c'est pas du tout la spécialité de ta plateforme. Donc, si on prend les derniers chiffres qui ont été publiés au mois de février dernier, donc le rendement moyen des opérations, c'est 9,4%. Donc, c'est assez élevé par rapport à d'autres typologies de placements. Si on parle par exemple du livret A, on est à 3%. Si on parle des SCPI, on est à 4,53%. Et là, le crowdfunding immobilier, on est à 9,4% en moyenne. Les durées moyennes des opérations, donc c'est 21,4 mois. Alors, qu'est-ce que c'est que la durée moyenne des opérations? C'est la date à partir de laquelle on investit et la date à partir de laquelle on récupère son capital investi. Voilà, donc en moyenne, c'est 21,4 mois, donc c'est des durées qui sont très courtes par rapport au rendement perçu. Généralement, on dit que plus on reste de temps quand on investit, notamment sur les marchés boursiers par exemple, ou sur d'autres typologies d'investissement, et l'immobilier notamment, on dit que plus on reste de temps, plus on a une performance potentielle élevée. Là, on se rend compte qu'on est à 9,4% en moyenne sur une durée courte. Et c'est un marché qui a pesé l'année dernière 1,6 milliard d'euros de collecte. Donc, ça représente quoi, ces 1,6 milliard d'euros de collecte? C'est l'ensemble de la collecte réalisée par l'ensemble des plateformes de crowdfunding immobilier. Et si on fait un petit parallèle historique, en 3 ans, cette collecte, elle a été multipliée par 3. On était à peu près à 550 millions d'euros il y a 3 ans, donc en 2020, sur ce même marché. Donc c'est une progression très rapide et fulgurante. Donc j'avais des questions à te poser à ce sujet. Déjà, la première chose que j'aimerais savoir, c'est au niveau de cette progression, qu'est-ce qui, selon toi, explique cette forte progression de la collecte sur ce marché du crowdfunding immobilier? Alors, pour moi, c'est effectivement la combinaison de plusieurs facteurs qui expliquent les chiffres dont tu as parlé. Le premier facteur, c'est la démocratisation. C'est-à-dire le fait que on est passé d'un mode d'investissement qui était peu connu à quelque chose qui tend à se généraliser et qui tend à être en fait connu au-delà des sphères des boursicoteurs, des gens qui avaient l'habitude d'échanger sur Internet sur des investissements. Et en tout cas, nous, on le voit parce qu'on a une position qui est très ouverte sur le grand public et on a des Mmh. investisseurs vraiment de tous bords en termes d'âge, en termes de profession, en termes de capacité d'investissement aussi. Et du coup, on est sur un produit qui devient de plus en plus grand public alors qu'on
on pouvait considérer qu'avant, c'était un produit qui était réservé à certains initiés, on va dire. Il y a aussi une mise en avant dans des médias traditionnels, pareil, qui du coup vont avoir beaucoup d'audience. Et du coup, c'est une solution qui tend en fait à se normaliser et à être intégrée comme un investissement, on va dire, classique dans un portefeuille d'investissement de monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est le côté, on va dire, médiatisation et démocratisation de la chose. L'autre point qui fait qu'il y a des belles performances de collecte, c'est aussi la performance, le rendement qui est effectivement proposé par les projets. Alors, rendement toujours à mettre en face d'un risque, hein, on va le répéter à plusieurs reprises dans ce podcast, parce que je sais que tu es effectivement assez sensible aussi, toi, à cette approche rendement-risque. Pardon. Euh, et donc, faut pas oublier que jusqu'à il y a pas longtemps, on était sur une politique de taux bas, et donc les rendements qui avaient vraiment des performances élevées, c'était assez rare, surtout sur des classes d'actifs, on va dire, qui étaient proches de l'immobilier. Donc, Hmm. pour rappel, quand on investit en crowdfunding immobilier, on n'achète pas une cote-part d'un immeuble, on n'est pas propriétaire du bien. Encore une fois, c'est un prêt, hein, c'est un titre financier obligataire de dette, mais on reste dans un environnement immobilier qui est du coup euh, appréhendable plus facilement par la plupart des investisseurs et qui est aussi un secteur quand même qui est connu effectivement pour sa résilience. Et donc on avait ce côté grand public, accessible, avec un sous-jacent et un sujet immobilier, tout en ayant des performances qui étaient supérieures à des produits entre guillemets comparables, sachant que on ne peut pas comparer, on le voit malheureusement des fois, la comparaison SCPI versus crowdfunding, ce sont vraiment deux produits complètement différents. Mais du coup, il y a aussi ce côté performance. Et pour moi, le dernier critère, c'est le fait de, mais c'est une dynamique beaucoup plus large, c'est le fait de vouloir se réapproprier un petit peu son épargne et en fait de décider, en tout cas de pouvoir choisir ce dans quoi on investit. Et du coup, le crowdfunding, effectivement, propose de choisir les projets, ou en tout cas de choisir les types de projets. Et il y a ce côté, l'investisseur reprend un petit peu le pouvoir sur son épargne et se rapproche des investissements. Et on voit, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans des projets qui sont dans leur département, dans leur région, dans des coins qu'ils affectionnent. Et il y a ce côté aussi un petit peu voilà, affect et s'approprier son épargne. Oui, je te rejoins à 200% puisque nous, chez Willim, on a l'habitude d'accompagner des investisseurs. Ça fait, nous aussi, ça fait 5 ans qu'on existe, qui sont de plus en plus en demande de comprendre ce dans quoi ils investissent. C'est d'ailleurs l'objet, ce qui nous a motivé à lancer ce podcast pour décortiquer un peu plus les solutions d'investissement qui existent sur le marché de leur performance. Parce que tu as de plus en plus de demandes sur la finance durable et responsable, mais également sur mon argent, comment il travaille, à quoi il sert, et finalement à quel risque je m'expose, puisque on voit que le secteur bancaire peut être parfois secoué, le secteur bancaire et financier, et le crowdfunding immobilier apparaît comme une solution alternative dans l'économie réelle. Pour autant, et je vais enchaîner sur la notion des risques, parce que effectivement, comme tu l'as souligné, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je déplore souvent le fait on va dire dans les médias traditionnels, on ne parle souvent que du rendement sans forcément soulever les risques, et on a tendance à faire des comparaisons entre les typologies de placement qui ne sont pas fondamentalement comparables. Tu l'as par exemple dit sur la comparaison qu'il peut y avoir entre les SCPI et le crowdfunding immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des risques associés à un investissement de crowdfunding immobilier et à ce titre, peut-être prendre un exemple concret d'une opération, ou peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, parler des risques qui sont associés à un investissement en crowdfunding immobilier. Bien sûr, alors en fait, il y a deux grandes familles de risques. Donc, pour rappel, sur un prêt, d'accord? Donc, un prêt, il y a deux risques. Il y a un risque de retard et il y a un risque de défaut. Le risque de défaut, en fait, c'est ce qu'on peut appeler la perte. C'est un risque de défaut qui peut être partiel ou total. C'est-à-dire que une partie de son argent peut être perdue et la totalité de l'argent investi peut être perdue. Sauf très très rares exceptions, aucun placement en crowdfunding n'est garanti au sens où on peut l'entendre par exemple pour le livret A, qui lui est un placement garanti. Et en fait, de toute façon, en finance, il faut toujours partir du principe que généralement, plus le rendement est élevé, plus le risque en face est aussi à considérer comme élevé. Donc, risque total ou partiel de perte en capital et un risque de retard. Alors, le risque de retard, il est un petit peu moins gênant
dans le sens où généralement il y a des pénalités de retard qui s'appliquent. Donc en fait, il y a un, un intérêt qui est bonifié pour l'investisseur. Mm. Euh, et ce risque de retard, il peut généralement s'expliquer parce que l'immobilier, c'est pas une science exacte. On a un très bon exemple assez récent qui est le Covid, avec des arrêts de chantier et des problèmes d'approvisionnement qui ont eu lieu après. Et du coup, on voit en fait que il y a des retards et il peut y avoir des retards, notamment sur les sujets humains. Nous, il n'y a pas longtemps, on a eu un projet où on a collecté les fonds quelques jours avant l'achat et l'achat devait avoir lieu il y a très, très peu de temps. On a appris un lundi matin le décès du vendeur. Et donc, ça a eu pour conséquence d'ouvrir la succession avec un temps qui était inconnu. Alors, par sécurité, on a remboursé les investisseurs parce que temps inconnu, c'est aussi un risque. Mais c'est l'immobilier, donc il y a du risque humain, il y a du risque technique, il y a des risques juridiques, ça peut être des recours, des choses comme ça. Et du coup, le risque de retard, encore une fois, il est lié à la vie d'un projet également et à la vie de l'immobilier. Le risque de défaut, lui, il est lié en fait à un défaut donc juridique de l'emprunteur, c'est-à-dire de la société qui va emprunter, ou alors du groupe de sociétés dans laquelle fait partie la société qui va emprunter auprès des investisseurs en crowdfunding. Et, euh, et il faut l'intégrer bien évidemment dans chaque investissement. Je regrette le fait que généralement les médias mettent en avant le rendement sans le contrebalancer par les risques. Je me souviens d'avoir vu des articles dans des médias assez suivis qui parlaient de placement miracle, qui parlaient voilà, qui avaient ce genre de termes. C'est pas du tout un placement miracle, hein, tout s'explique, c'est de la finance. Et comme tout placement, il y a des pertes et il faut les intégrer. Et donc forcément, c'est le conseil, se tourner vers des professionnels de la gestion pour justement intégrer ces risques dans le cadre d'un portefeuille, d'une gestion diversifiée et raisonnée par rapport à ses objectifs qui sont propres et personnels. Alors justement, tu disais qu'il n'y avait pas de placement miracle, et je suppose que les opérateurs immobiliers avec qui tu échanges, et parfois même que moi, en tant que professionnel du conseil d'investissement, je peux être amené à rencontrer dans le cadre de réseaux d'affaires. C'est pas des gens qui sont nés de la dernière pluie, c'est pas non plus entre guillemets des pigeons. Et pourtant, ils sont prêts à payer entre 8 et 12% d'intérêt sur les prêts que, que, qui sont sollicités sur ta plateforme ou d'autres plateformes du marché. Pourquoi ces gens-là sont prêts à payer ces intérêts-là? Que les gens comprennent bien qu'on n'est pas en train de sortir une baguette magique en disant ben, aujourd'hui on a 9,4% de rendement, c'est un placement magique. Et en plus, voilà. Pourquoi ces gens-là sont prêts, pourquoi ces entreprises-là, ces opérateurs-là sont prêts à payer ce niveau d'intérêt, que les gens comprennent bien que voilà, il n'y a pas de magie. Alors effectivement, il faut savoir que c'est pas du tout une démarche qui est philanthrope, hein. Donc pourquoi est-ce qu'un professionnel de l'immobilier est prêt à payer par exemple 10% l'an d'intérêt? Tout simplement parce que grâce à cet argent, il va pouvoir faire un projet qui va lui rapporter plus. C'est aussi bête que ça. Si on rentre un peu plus dans la technique, il faut différencier en fait deux catégories de projets. Les projets avec une banque et les projets sans banque. Dans les projets avec une banque, le crowdfunding va intervenir sur une partie, généralement 80%, des fonds propres que va demander la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le monde de la promotion immobilière ou du marchand de biens, la banque demande beaucoup de fonds propres par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, en particulier, par exemple, quand on achète sa résidence principale. Ces montants de fonds propres, c'est la trésorerie immobilisée par le promoteur. Un promoteur qui a 200 000 euros de trésorerie, qui veut faire un projet avec un coût de revient, donc va être un coût global à 1 million d'euros, qui va aller voir une banque. La banque va lui financer 800 000 euros et va lui demander de mettre 200 000 euros de trésorerie. S'il n'a que 200 000, il peut les mettre, mais il ne peut faire que ce projet, et tant que ce projet ne sera pas terminé, il ne pourra pas en faire un nouveau. Si par exemple il n'avait que 150 000 euros, eh bien il ne peut pas faire son opération parce que en face du besoin de 200 000 euros de fonds propres, il n'a que 150 000. Là, c'est ce qu'on appelle le double effet de levier. C'est-à-dire qu'un promoteur va faire appel à la banque, un premier effet de levier financier, et va faire appel au crowdfunding pour faire un effet de levier sur les fonds propres qui va s'ajouter à l'effet de levier du crédit bancaire. Et donc lui permettre de faire plus d'opérations ou de faire des opérations plus grosses avec en fait une trésorerie initiale qui est constante. Ça, c'est le cas de figure avec la banque. Le cas de figure sans banque, il est un petit peu différent. Dans les projets qui sont financés sans banque, on retrouve en fait plusieurs catégories de porteurs de projets. On va retrouver des porteurs de projets qui ont du mal à avoir accès aux banques parce qu'ils sont trop jeunes,
alors soit en âge, mais généralement plutôt en expérience. La plupart des banques vont accompagner, en fait, vont être réticentes à accompagner des jeunes marchands de biens, qui vont du coup se tourner vers le crowdfunding qui peut être une solution alternative dans ce cas-là, et non pas complémentaire, comme dans le premier cas dont je parlais juste avant. Donc, des porteurs de projets qui sont trop jeunes pour les banques, des opérations qui vont être trop petites pour les banques. On le voit de plus en plus, les opérations qui sont à moins d'un demi-million d'euros de coût de revient ont tendance à avoir des grosses difficultés à trouver des solutions en banque, même si elles sont très bien montées et ce sont de très bonnes opérations. Encore une fois, ce sont des logiques financières qui sont ce qu'elles sont. Donc la taille du projet, ça peut être aussi des sujets des fois de réactivité. Le crowdfunding peut amener une certaine réactivité dans la mise en place d'une solution de financement, réactivité qui dans le monde de l'immobilier est très importante, surtout le marchand de biens. Prenons par exemple un cas qui se présente assez souvent. Le marchand de biens, généralement, va faire des bonnes affaires à l'achat parce qu'il va se positionner rapidement et du coup offrir en fait un horizon de temps réduit aux vendeurs. Et Mm. face à ça, il a besoin d'avoir des financeurs qui sont aussi réactifs. Un dossier en crowdfunding, généralement, entre le moment où il est présenté à la plateforme et le moment où l'argent est chez le notaire, il faut compter un mois. Dans une banque, sauf si le marchand de biens est déjà client de la banque, est déjà connu à la banque, c'est plutôt des délais qui sont entre 2 et 3 mois, qui s'expliquent avec les fonctionnements et les organisations qui sont propres à ces Mm. deux structures. Et du coup, ce besoin de réactivité, des fois, eh ben en fait, il justifie d'aller chercher du 100% crowdfunding, on va dire, au lieu de faire du 100% bancaire, encore une fois, parce que les opérations derrière vont générer des marges qui sont bien évidemment supérieures aux frais financiers. Sinon, il y aurait ce qu'on appelle une destruction de la valeur. C'est pas du tout l'idée. Donc voilà à peu près les deux cas de figure qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que le porteur de projet fait appel à du crowdfunding. Donc soit pour lui permettre en complément d'une stratégie de financement bancaire de faire plus d'opérations, des opérations plus grosses, ou soit tout simplement pour lui permettre de faire des opérations qu'il n'aurait pas pu faire. Troisième cas de figure, en plus de la jeunesse ou de la taille de l'opération, enfin quatrième avec la réactivité, le quatrième cas de figure d'un financement sans banque, ça peut être aussi assez souvent ce qu'on voit, c'est un marchand de biens qui va avoir une banque, et en fait la banque qui va lui dire moi je vous finance une opération, deux opérations, ou trois opérations par exemple maximum en même temps, eh ben, il va avoir une quatrième opportunité qui va se présenter à lui. Tout simplement, sa banque ne peut pas le financer parce que la politique de cette banque-là, c'est deux ou trois projets en même temps, pas plus. Et du coup, il va faire appel au crowdfunding pour financer ce quatrième projet sur lequel la banque ne peut pas se positionner. Oui, donc finalement, c'est aussi le durcissement des conditions bancaires sur le marché depuis plusieurs années, notamment depuis 5 ans, même 6 ans, puisque on constate, et les particuliers d'ailleurs, hein, souvent, moi quand j'explique, quand on travaille avec un client sur la diversification de ses investissements et qui me demande pourquoi le crowdfunding aujourd'hui a tant de succès, je fais le parallèle avec sa vie personnelle. Quand on va solliciter la banque, les dossiers qu'on monte à titre personnel, donc un particulier, sont de plus en plus compliqués, sont de plus en plus lourds, les délais sont plus longs. En ce moment, en plus, il y a les contraintes avec le taux d'usure, etc., etc. On voit que la dynamique de crédit, de déploiement du crédit est de plus en plus tendue. Ben c'est aussi pareil pour les opérateurs immobiliers. Et ça justifie pour eux le fait de payer plus d'intérêts pour accéder à une autre solution de financement pour pouvoir maintenir leur marge, voire continuer à développer leur activité. Tout à fait. Ok, bah très clair. Merci pour cette réponse, Thomas. Je vais enchaîner sur une autre chose aussi que j'avais envie d'explorer avec toi. C'est donc on a parlé tout à l'heure de la notion de risque, euh, mais on a beau savoir qu'il y a un risque dans une opération de crowdfunding immobilier, euh, il faut aussi dire que les plateformes, et en tout cas c'est le cas chez toi, sont là pour filtrer dans un premier temps ces paramètres de risque. En tout cas, filtrer les dossiers. C'est-à-dire, tu ne finances pas 100% des dossiers qui te sont présentés. Les plateformes ne financent pas 100% des dossiers qui leur sont présentés. Et donc, du coup, toi qui, chez la première brique, est plutôt en charge de toute la partie audit avec tes équipes de l'ensemble des dossiers, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te prémunir d'un défaut sur une opération que tu mets en ligne sur ta plateforme? Voilà. Alors effectivement, il y a un très très gros travail d'audit qui est fait, qui ne permet pas malheureusement d'enlever tous les risques, parce que bah, on a tout à l'heure je citais le cas de figure d'un décès, bon bah, ça on a beau tout auditer, on peut pas l'anticiper. Euh, L'idée c'est effectivement de venir valider que les composants d'une opération saine, sont bien présents, et bien sûr de le valider avec des pièces à l'appui. Je prends l'exemple d'un promoteur immobilier, un promoteur qui va chercher un financement en crowdfunding.
Il va venir voir avec une promesse de vente sur un terrain et un permis de construire. Sauf rares exceptions, il n'y aura pas de financement sur un promoteur immobilier s'il n'a pas, par exemple, obtenu son urbanisme qui lui permet de réaliser son projet. Le risque étant de se retrouver à la fin avec un terrain qui est financé, sans permis de construire, donc sans possibilité de faire le projet derrière qui, projet, permettra de rembourser les investisseurs, Ouais. et non se retrouver coincé. Donc en fait, il y a une analyse qui est faite sur l'opération avec toutes ses composantes, le marché immobilier, les travaux s'il y en a, l'urbanisme, la marge, la pré-commercialisation, tout, vraiment la stratégie de commercialisation, tout ce qui va en fait caractériser le projet en tant que tel. Il y a une analyse qui est faite sur l'opérateur au sens personne physique, c'est-à-dire le porteur de projet, qu'il est, son historique, son patrimoine, son expérience, et enfin la société ou le groupe de sociétés dans lequel le projet va s'impliquer avec là une analyse qui est juridique et comptable. Donc c'est plein de points d'analyse, des dizaines de points qui sont analysés dans le cas d'un dossier, avec bien évidemment les pièces en face, un processus qui est un petit peu long, et c'est normal, hein, il faut qu'il soit long. Et aujourd'hui, toutes les plateformes, effectivement, refusent de très nombreux dossiers, parce que il faut préserver l'intérêt des investisseurs. Et des fois aussi l'intérêt du porteur de projet. Moi, je le vois des fois sur des marchands de biens qui sont jeunes et qui présentent des opérations qui sont en fait trop risquées. Complexe. Ouais. Ouais, et trop risqué, donc, du coup, pour les investisseurs, mais au final aussi pour eux. Ce qui est intéressant, le crowdfunding immobilier, c'est qu'il y a un certain alignement des intérêts. Tout le monde, si on reprend les trois parties tout à l'heure, la plateforme, le porteur de projet et les investisseurs, tout le monde a intérêt à ce que l'opération se fasse le plus vite et se fasse le mieux possible. Euh, pour que le porteur de projet gagne en fait la marge qu'il avait estimée et que les investisseurs aient leur retour sur investissement dans les délais qui étaient ceux annoncés. Et que Donc vous, des fois, vous du coup, n'ayez c'est pas à gérer une insatisfaction parce que sur votre plateforme, il y a un dossier qui a pété et du coup, que vous ayez à gérer derrière tout la partie contentieux, puisque c'est vous qui, au final, c'est vous qui gérez la partie contentieux tout derrière à si fait. jamais il y a un problème. Donc, Partie contentieuse qui est très longue, qui est très coûteuse, qui prend beaucoup de temps. Et donc bien sûr géré avec des cabinets d'avocats spécialisés. Euh, mais effectivement, l'idée c'est de. Alors c'est pour ça qu'il faut suivre aussi les projets. Généralement, les gens qui investissent en crowdfunding auront accès à du reporting. Ça dépend des plateformes, ça dépend des projets sur la cadence de ce reporting. Il n'y a pas de règles strictes, on va dire. Mais l'idée c'est de suivre aussi son investissement pour voir comment le projet se déroule, s'il y a des travaux, suivre l'avancement des travaux, de la commercialisation, des reventes, des différents lots du projet que l'on a financé. oui, je vais peut-être faire un peu de publicité pour ma paroisse, mais c'est vrai que tu disais à un moment donné que c'est important enfin, toutes les plateformes ne fonctionnent pas pareil. Et c'est vrai que nous, donc nous, Willim, on est conseiller en investissement financier, pardon, et notre rôle dans le domaine du marché du crowdfunding immobilier, c'est, en tout cas, pour ceux qui souhaitent accompagner les clients sur ce marché-là, puisque tous les conseillers en investissement financier n'accompagnent pas les clients dans ce secteur-là parce qu'ils n'ont pas envie de passer du temps à analyser les différents dossiers, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on échange avec les différentes plateformes du marché de manière à pouvoir faire un second filtre sur les différentes opportunités qui peuvent se présenter sur les différentes plateformes. Et c'est ce pourquoi les clients font appel à nous. Et c'est ce pourquoi les plateformes comme la Première Brique ont un partenariat avec Willim pour qu'on travaille, qu'on collabore main dans la main. Donc nous aussi, notre intérêt, c'est effectivement d'accompagner les investisseurs sur la diversification de leur portefeuille. La classe d'actifs crowdfunding immobilier aujourd'hui est un incontournable sur des placements à court terme à partir du moment où on a le profil de risque pour pouvoir accéder à ce marché-là, parce que si on veut du capital garanti, encore une fois, c'est pas du crowdfunding immobilier qu'il faut faire, même si on associe immobilier à rendement élevé en se disant c'est sécure parce que c'est l'immobilier, donc c'est un rendement, on peut y aller et c'est du très court terme. Non, il y a un risque de perte en capital. Donc c'est important effectivement de pouvoir aussi faire appel à un second filtre par l'intermédiaire d'une société qui maîtrise ce marché-là comme Willim. Mais pour revenir sur la notion de risque, on a vu que donc pour limiter la prise de risque, il y a toute la partie audit. Il y a aussi la partie second filtre avec Willim où nous, on va avoir une architecture, une réflexion ouverte. Mais il y a un troisième volet, c'est les garanties qu'on a évoqué un moment dans notre échange et que là, j'aimerais bien qu'on développe un peu parce que euh, comme c'est un prêt, derrière, il y a des garanties qui sont prises par la plateforme et qui sont contractuelles. Est-ce que tu peux Tout nous à fait. développer cette partie garantie? Alors dans les garanties, en fait, on va retrouver tout ce que le droit français, le droit des sûretés en France peut offrir.
Donc, ça peut être des garanties aussi bien sur l'actif, donc typiquement des hypothèques. Alors encore une fois, ça dépend s'il y a la banque ou s'il n'y a pas de banque, pour notamment le rang de l'hypothèque. Mais donc l'hypothèque, bon, ça c'est quelque chose qui parle plutôt bien. Ça peut être des cautions personnelles, ça peut être des garanties données par d'autres sociétés. Par exemple, une société holding, tête de groupe, qui viendrait donner une garantie sur la société fille de promotion immobilière qui porte les projets en promotion. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup de garanties qui sont toujours expliquées dans les documents de présentation fournis par les plateformes. Si s'il y a la moindre question à son investisseur, quelle que soit la plateforme, il ne faut pas hésiter en fait à poser des questions. Oui, surtout Et que les les gar- garanties, elles n'ont pas les mêmes valeurs au final. Parce qu'une Non, bien sûr que hypothèque, non. on imagine bien, nous, quand on fait un prêt sur notre maison, s'il y a une hypothèque sur la maison, il peut y avoir une saisie de la maison en cas de défaut de remboursement. C'est quand même une garantie concrète, je veux dire tangible. On voit bien que sa maison, bah, la saisie de la maison, ce que ça peut représenter. Il y a d'autres typologies donc garantie à première demande, caution personnelle du dirigeant. On voit beaucoup des montages avec ce qu'on appelle de la fiducie. Donc la fiducie, Ouais. c'est très technique, mais en fait, c'est de venir positionner soit les titres de la société, soit le bien dans un patrimoine, on va dire, un petit peu à part, qui est tenu par un fiduciaire. Généralement, c'est un avocat ou une banque. Euh, à chaque projet, il y a encore une fois des garanties qui lui sont associées, qui sont vraiment détaillées. Par exemple, une hypothèque, si on décortique l'hypothèque, il faut regarder le rang de l'hypothèque, c'est-à-dire en fait la place qu'elle a cette hypothèque. Est-ce que c'est un premier rang, c'est-à-dire qu'en fait on est le premier de tous les hypothécaires, ou est-ce que c'est un deuxième rang, un troisième rang? Dans ce cas-là, quelle est la valeur des rangs précédents? Regardez si l'hypothèque elle est inscrite, c'est-à-dire inscrite au registre hypothécaire tenu par les impôts, ou si c'est une promesse d'affectation hypothécaire. C'est plein de petites subtilités, mais qui peuvent vraiment en fait sécuriser un dossier. Encore une fois, c'est pas parce qu'un dossier a une hypothèque que ça veut dire qu'il n'y a pas un risque de perte totale ou partielle en capital. On est en train de le voir là sur un sujet qui secoue un petit peu le marché, sur un opérateur qui avait emprunté des montants assez conséquents, qui était un opérateur très important avec C'est pas sur ta plateforme, hein, non, je pas sur précise. plateforme, Ce sera pas, mais. et avec des montages de garantie qui étaient très techniques Mm. et en fait avec des procédures en face. Voilà, donc il faudra voir ce que ça donne aussi après face à un juge. C'est là aussi, il ne faut pas oublier que ça reste un marché qui est un petit peu jeune, donc on n'a pas tout le recul qu'on peut avoir par exemple sur le contentieux bancaire, sur lequel on a de la Mm. jurisprudence des tribunaux depuis très longtemps. Encore une fois, on va aussi voir comment le marché se comporte. On l'a vu déjà avec la crise du Covid. On va voir aussi comment est-ce qu'il se comporte avec la crise entre guillemets sur les taux bancaires qui forcément impactent en fait surtout les acquéreurs et donc forcément les acquéreurs on va dire particuliers qui sont les clients finaux du porteur de projet. Donc on va avoir forcément un taux de défaut qui va augmenter. À titre très personnel, j'estime que le taux de défaut réaliste du marché il est autour de 2% et un taux de retard qui va aussi un petit peu augmenter. Encore une fois, c'est pas Oui, un parce que investissement sur cette notion de taux de défaut et taux de retard, c'est vrai qu'on n'a pas donné les chiffres, mais c'est quand même un marché aujourd'hui, effectivement, où il y a le taux de défaut qui est très faible. On est en dessous de 0,5% du volume de collecte global. Pour autant, c'est un marché qui est jeune, qui s'est fortement développé depuis 5 ans, mais 5 ans, c'est à l'échelle d'un investissement ou d'une vie, c'est très, très court. Donc, on n'a pas fondamentalement des retours chiffrés sur euh, ce que va être véritablement les vrais taux de défaut dans les prochaines années, en prenant en compte qu'il y a une hausse des coûts des matières premières, des délais de vente des actifs qui augmentent, puisque bah, la demande ralentit légèrement, en tout cas en 2023, les niveaux de transactions immobilières vont être plus faibles qu'en 2022. Il y a la hausse des taux bancaires. Tout le monde peut le voir au quotidien. Maintenant, si vous allez emprunter à la banque, vous emprunterez entre 3 et je dirais 4% sur des durées longues, alors qu'avant, vous étiez parfois en dessous de 1%. Donc, c'est un marché qui est jeune et sur lequel il faut rester prudent et très sélectif dans les dossiers. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à cette notion de sélectivité. Tu le sais, Thomas, puisqu'on en parle régulièrement, puisque on est en train de finaliser un projet ensemble où on travaille sur une solution d'investissement
qu'on proposera aux investisseurs et qui va être multi-opérateur, multi-plateforme de crowdfunding, multi-projet. Donc une sorte de véhicule mutualisé en crowdfunding immobilier. Et cette notion de sélectivité, on se l'applique, nous, dans le cadre de ce véhicule au quotidien. C'est le message que je passe à mes clients tous les jours. Et cette sélectivité, on peut l'avoir en analysant les documents qui sont à disposition, parce que c'est vrai que pour le coup, d'un point de vue réglementaire, il y a un certain nombre de documents que vous mettez, vous, les plateformes, à disposition des investisseurs. Je pense notamment aux documents où vous présentez le projet en détail. Il suffit pas à l'investisseur d'aller sur la plateforme et de voir le taux de rendement à la durée et de se dire allez, feu, je vais sur ce dossier, c'est une durée qui me va. Honnêtement, moi j'invite tous les investisseurs à lire l'ensemble de la documentation qui est à disposition, les contrats obligataires, la présentation du projet, se faire leur propre recherche sur Internet sur le marché immobilier concerné en fonction de là où l'opération a lieu, etc., etc. Parce que c'est vrai que certaines plateformes vous donnent, d'ailleurs Thomas sur la tienne c'est aussi le cas, mais moi je le vois sur l'ensemble des plateformes du marché, il y a une notation qui est donnée à l'opération. Alors ça peut être une notation de 1 à 10, 10 étant a priori la notation la plus forte, donc le projet le plus, on va dire, le plus sécure, et parfois c'est des notations avec des lettres, donc du coup c'est pas des... Oui, donc avec des lettres, la lettre A ou A+, étant le projet un peu le plus sécure, et B, B-, C ou D. Mais ces règles de notation, elles ne sont pas réglementaires. Il n'y a pas une... Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour Non, moi... elles sont pas normées, effectivement. Alors, pour parler effectivement, de ma plateforme, on a un système de notation, mais qui est un système de notation interne, que l'on communique pas aux investisseurs. On le communiquait à une époque, on a arrêté, justement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, malheureusement, le contre-effet de cette communication, c'est que ça pouvait créer un raccourci dans l'esprit de l'investisseur, et du coup, qui allait en fait les yeux fermés sur des projets parce que ils avaient 9 sur 10, parce que c'était noté A. Et le problème de ces scorings, c'est que il n'y a pas forcément derrière les éléments qui permettent de savoir comment la note est donnée. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Monego, qui a communiqué son scoring et qui donne un scoring public à ses projets, qui a communiqué sa grille de scoring, qui est une très très belle initiative. Mais en fait, c'est compliqué du coup de comparer des projets d'une plateforme à une autre, parce que le système de notation n'est pas commun à toutes les plateformes, comme on pourrait le voir sur certains fonds, par exemple, où là, il y a une note de risque qui est une note, c'est un modèle de notation qui est réglementaire. Donc le système de scoring, c'est une bonne chose. Dans tous les cas, et tu as complètement raison, il faut prendre le temps. Oui, ça prend du temps, mais il faut prendre le temps de regarder les dossiers. Il faut poser toutes les questions que l'on souhaite poser aux plateformes. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions, et les plateformes sont là pour ça. C'est aussi leur métier de répondre aux questions. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de comprendre parfaitement le projet, tous ses tenants et ses aboutissants, avant d'investir. Et au niveau des enjeux pour vous en tant que professionnel du crowdfunding immobilier, euh, par exemple en 2023, j'ai cru comprendre, on parlait des logiques, enfin, en tout cas de la réglementation. Donc on a bien compris qu'il n'y a pas de grille de notation établie comme on peut l'avoir sur les fonds d'investissement, notamment les fonds de private equity ou les SCPI, où il y a un document d'information clé sur lequel il y a une échelle de risque qui est affichée, mais qui, elle, est normée dans sa manière d'être définie. Mais vous avez en ce moment une évolution réglementaire assez forte dans le secteur du crowdfunding immobilier, puisque jusqu'à présent, il y avait des statuts, donc conseiller en investissement participatif ou IFP. Donc IFP, d'ailleurs, je me souviens plus ce que ça veut dire. Intermédiaire en financement participatif. Voilà, intermédiaire des financements participatifs, merci. Donc ça, c'était jusqu'à présent les statuts réglementés des plateformes. Et là, on est en train de basculer sur un statut européen qui est celui de PSFP. Donc c'est prestataire de services en financement participatif, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça, c'est un vrai enjeu en ce moment pour le secteur. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, déjà, ce que ça change pour toi au quotidien, a priori, et ce que ça va apporter ou pas, d'ailleurs, de plus aux investisseurs, ce changement de statut réglementaire? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est une réglementation qui vient à créer une normalisation au niveau européen. C'est un marché financier. Du coup, c'était l'idée aussi de créer une harmonie entre les différentes réglementations qu'on pouvait voir au sein de l'Union européenne. Et du coup, c'est un agrément qui va être européen.
Donc ça va aussi entraîner une ouverture du marché à des acteurs étrangers en France et aux acteurs français vers l'étranger. Ce que ça implique beaucoup de choses. Et c'est une réglementation qui est très conséquente. Et on le voit d'ailleurs, tous les acteurs aujourd'hui qui sont, sauf deux, trois qui sont déjà passés avec leurs agréments. Mais sinon, aujourd'hui, tout le monde est dans la, quasiment tout le monde a fini de déposer son dossier et attend patiemment son tour, avec un petit effet embouteillage, mais qui est normal parce que c'est une réglementation qui est nouvelle. Donc l'autorité des marchés financiers a aussi besoin de valider plein de points, parce qu'on est encore une fois sur une réglementation qui a été votée très dernièrement. Ce que ça va impliquer globalement, c'est les grands changements, un passage, enfin plutôt un rabaissement du seuil de 8 millions d'euros maximum par projet à 5 millions d'euros par an et par porteur de projet. Donc, rabaissement Tu du seuil faisais beaucoup maximal. d'opérations à 5-8 millions, toi? Il y en a quand même, il y en a quelques-unes, mais c'est pas, il y a Oui, pas alors des... pareil, il y a certains acteurs qui sont, ça va malheureusement pénaliser certains acteurs du marché qui étaient sur des positionnements et sur des porteurs de projets d'envergure, et Hmm. du coup sur les opérations qui étaient effectivement vraiment plus d'un million d'euros et qui eux, cette réglementation-là va pas forcément dans le sens de leur développement. Euh, une des grosses nouveautés, c'est aussi l'intégration de la notion d'investisseur qualifié, enfin averti, non averti. Donc on peut retrouver en fait dans plein de types d'investissements traditionnels, notamment dans les fonds de private equity ou autres. Donc avec des degrés d'information qui vont être un petit peu différents. L'accès à une simulation de capacité d'investissement et d'intégration des pertes qui sera en libre Ça sera accès à chaque investisseur directement sur la plateforme, sur la chaque plateforme, tout à client. fait. Ok. La mise en place d'un délai légal de rétractation de 4 jours à compter de son investissement. Voilà, ça Ah oui. sera une des grosses nouveautés qui va, d'un point de vue technique, qui est très très compliqué à mettre en œuvre. Parce que c'est un peu un casse-tête d'un point de vue technique et surtout d'un point de vue des calendriers de projet. Mais voilà, il faudra s'y conformer. Euh, on va remodeler un petit peu avec cette réglementation les documents d'information qui seront présentés aux investisseurs. Pas de révolution là-dessus, mais ça va être le document de type de présentation va être amené un petit peu à évoluer. Et voilà, globalement, c'est. Après, il y a plein de petites nouveautés qui vont dans le sens de, en fait, une certaine normalisation de l'activité avec la mise en place de règles strictes concernant le conflit d'intérêts, mais qui globalement Hmm. étaient des règles en fait de bon sens qui étaient appliquées par la plupart des acteurs. Donc ça, il n'y a pas forcément de révolution encore une fois là-dessus. Et après, des enjeux un peu de ratio et autres, de sorte en fait à s'assurer que les acteurs de crowdfunding aient une gestion saine et pérenne de leur activité. Mais toujours pas de normalisation au niveau de la notation des projets. Chaque plateforme Non. aura toujours sa propre grille de notation et d'analyse. Alors, dans le cadre de cet agrément, en tout cas pour ce qui est de notre part, on a dû communiquer, on a dû échanger alors, avec la Banque de France, cette fois, pas avec l'autorité des marchés financiers, mais avec la Banque de France, sur notre système de notation au niveau du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm. on leur a présenté ce qui fait en sorte que chez nous, un dossier va ressortir à 10, à 11, à 12, à 18 pour 100 l'an. Voilà. Et du coup, toute la composante de réflexion qu'il y a derrière la Hmm. notation en taux d'intérêt d'un projet. Ok, très clair. Et donc sur les perspectives un peu du marché en 2023, tu as commencé, toi, à donner ton avis sur la suite, et moi aussi d'ailleurs un peu indirectement. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer en 2023, éventuellement en 2024? Est-ce que tu vois déjà ces taux d'intérêt à 9,4% en moyenne, 9,4% l'an en moyenne, progresser, compresser, stagner autour de ce 9,5%? Ça, c'est sur la partie performance. Et sur la partie taux de défaut ou taux de retard, tu as commencé à le dire, mais je peux développer un peu. Est-ce que tu penses que ça va augmenter, se stabiliser ou diminuer? Alors sur la performance, je pense que ça va un petit peu augmenter. Euh, je pense que ça va tendre petit à petit plutôt vers les 10. Pourquoi Parce que ça reste un produit financier, un produit en fait de taux. Hausse des taux généralisée sur tous les produits financiers, sur le prix de la dette. Le crowdfunding est une dette. Donc pour l'instant, ça a été plutôt absorbé par rapport à ce que la banque, ce qu'on peut observer en banque. Mais à un moment, encore une fois, c'est un marché qui n'est pas exclu de toutes les logiques dans lesquelles il Mmh. opère. Donc je pense que le taux va un petit peu monter.
Le taux de retard et de défaut va aussi monter, mais on y reviendra juste après. Du coup, il est logique en fait d'avoir un taux de rémunération du risque qui augmente aussi un petit peu. Donc je pense que ça va évoluer un petit peu. Euh, ça va pas changer, on va pas passer d'un taux moyen à 9,4 à un taux moyen à 15. Hein. Mais je pense que ça va tendre à se rapprocher un petit peu des 10% lents. Ça restera de toute façon voilà, dans cet ordre d'idée. Je pense entre 0,5 et à la hausse ou à la baisse autour de 10. Et ça restera donc du coup un produit qui est très performant, encore une fois, à mettre en face d'un taux défaut de retard. Ça fait la bonne transition qui pour le coup va augmenter. Alors pourquoi Déjà, règle mathématique, le nombre de dossiers financés augmente. C'est logique que le nombre de sujets sur des projets augmente aussi. Qui va augmenter également parce que le taux de retard se regarde dans le temps. Un projet qui est financé par exemple sur 24 ou 36 mois, bah, il n'est pas en défaut jusqu'à les 24 mois et 36 mois, et puis après les procédures derrière qui peuvent être parfois très longues. Donc c'est un taux qui va forcément être amené à augmenter parce que la base sur laquelle il est constitué, en fait, qui est le nombre de projets, augmente lui aussi. Et enfin, parce que c'est une période, et encore une fois, ça va dépendre pas mal des dynamiques qu'on va rencontrer dans les mois prochains. Tu parlais de la hausse des matériaux, donc tout le côté inflation, et aussi Mmh. sur la hausse des taux, puisque en fait l'effet direct généralement d'une hausse des taux immobiliers, c'est de contracter en fait, le pouvoir d'achat immobilier d'un ménage ou d'un particulier, et du coup généralement d'amener en fait une baisse de prix. On commence à le voir sur certains marchés où il y a des prix en recul, d'autres où ça se stabilise, d'autres où il y a toujours une progression des prix malgré la hausse des taux. C'est là aussi on voit que l'immobilier au Il n'y a niveau plus un français seul est marché. très disparate. Tout à fait, c'est vraiment Ouais. des marchés par zone et par type de bien et par type d'acheteur et tout ça. Donc c'est une période qui est pas évidente. On va voir un peu dans quelle dynamique ça s'oriente. Pareil, bah, les difficultés au niveau des banques, tu en parlais tout à l'heure, qui peuvent aussi entraîner certaines préoccupations dans le marché immobilier, puisque l'acteur bancaire intervient forcément, généralement à un moment ou Ouais. à un autre, soit sur le financement, soit en tout cas sur le financement de l'acquéreur qui va acheter le produit final immobilier. Donc c'est une période qui est pas forcément évidente. On sort d'une période qui était beaucoup plus facile avec effectivement de l'argent pas très cher. Donc, en fait, un marché immobilier qui avait le vent dans le dos, surtout après le Covid, où on a vu des explosions de prix sur les biens Mmh. avec des jardins et tout ça. Donc, on sort d'un marché qui était très favorable, on revient dans un marché un petit peu plus compliqué. Il va forcément y avoir quelques turbulences. Après, Mais ça crée aussi des opportunités. ça crée tout à fait des opportunités, notamment au niveau des marchands de biens, qui sont en fait, Mmh. encore une fois, ou des promoteurs. Quand je dis marchand de biens promoteur, j'englobe tout ça, c'est Oui, voilà, oui. c'est pas limitatif. Hein. Des professionnels de l'immobilier qui sont au cœur de ce marché-là et qui savent normalement saisir ces opportunités. Mmh. Voilà, donc après, c'est un marché qui va se normaliser et qui va aussi connaître, comme tous les marchés financiers, comme toutes les classes d'actifs, ses beaux jours, ses moins bons jours. Et en fait, la performance d'un projet d'investissement, tu l'y es très justement, elle se fait pas sur 5 ans, elle se fait sur beaucoup plus. Et elle se fait sur en fait une vision statistique qui est la plus large et la plus profonde possible. Bah, écoute, on verra, on fera un point ensemble l'année prochaine pour voir un peu comment a évolué ce marché en 2023 et est-ce que on aura franchi la barre des 1,8 milliard ou même 2 milliards d'euros de collecte en crowdfunding immobilier. Euh, en tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec toi. Thomas, merci beaucoup encore d'avoir Merci. accepté mon invitation. Donc 9,4% de rendement moyenne, un placement qui n'est pas dénué de risque. Donc soyez très sélectif et le cas échéant, chez William, on sera ravi de vous accompagner. Voilà. Merci encore Thomas. C'était un super épisode. J'espère que ça vous a plu. Je te dis à très bientôt Thomas. Passe une très bonne fin de journée. Et puis, on se refait ça quand tu veux. Merci beaucoup.